Bonjour à tous et bienvenue dans ce studio pour un autre débat qui est consacré à la COP 21, la conférence de Paris sur le climat. Georges Ibrahim Tounkara à ce micro et avec moi pour ce débat, Kadiatou Ba. Kadiatou, bonjour. Bonjour Georges Ibrahim. Et nous avons avec nous trois invités. Il s'agit de M. Benjamin Bibas de la Fondation de l'écologie politique. M. Benjamin Bibas, bonjour. Bonjour. Et auprès de vous, deux autres personnalités, M. Raimundo Ela Nzang, qui est ingénieur pétrolier. M. Ezang, bonjour. Oui, bonjour. Auprès de M. Ezang, il y a M. Marc Ona Essangui, secrétaire général exécutif de l'ONG Brain Forest. M. Marc Ona Essangui, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, nous allons parler de la COP 21 et de vos différentes activités. Vous luttez pour la préservation de l'environnement en Afrique, c'est bien cela, M. Marc Ona Essangui? Oui, je vous remercie. Je suis responsable de Brain Forest, c'est une ONG de droit gabonais. Et en même temps, je suis prix Goldman, qui est l'équivalent du Nobel environnement que j'ai reçu en 2009 à San Francisco. Félicitations à vous pour ce prix, même s'il date de 2009. Monsieur Raimundo Ela Nzang, vous êtes aussi activiste dans le domaine de l'écologie. Oui, je suis d'abord ingénieur pétrolier qui a travaillé en tant que, disons, dans le domaine de l'environnement. Et que ensuite je me suis consacré en politique après avoir constaté que la lutte pouvait se mener beaucoup plus efficacement en politique parce que les décisions politiques étaient à la fin celles qui pouvaient faire bouger les lignes. Donc depuis là, je suis secrétaire général d'une parti politique qui s'appelle la Corette. Alors, vous avez publié plusieurs notes dans le domaine de l'environnement et ces notes ont été mises en monde, mises en œuvre par une fondation, la FEP, la Fondation de l'écologie politique. C'est quoi cette fondation, Monsieur Benjamin Bibas? La Fondation de l'écologie politique est une fondation qui est adossée au parti politique Europe Écologie Les Verts en France. Vous savez qu'en France, mais aussi en Allemagne, tous les partis politiques ont derrière eux des fondations qui ont pour fonction de produire des idées, de la réflexion, de façon à ce que les programmes des partis politiques ne viennent pas de nulle part ou ne soient pas uniquement sur une base idéologique, mais soient aussi fondés sur de l'information, de la recherche, soient fondés sur des faits. Et pour ma part, donc, je suis journaliste, documentariste. Je m'intéresse beaucoup à la République démocratique du Congo depuis une dizaine d'années maintenant. Et mes recherches sur la justice pénale internationale m'ont amené à comprendre que souvent les violations graves des droits humains sont liées à l'exploitation des ressources naturelles en Afrique. Raison pour laquelle j'ai travaillé ensuite sur l'économie du diamant, puis sur l'économie du pétrole. Et au fil de ces documentaires qui ont été diffusés sur Radio France, France Culture, la Fondation de l'écologie politique m'a demandé de synthétiser ces recherches entre violations graves des droits humains, exploitation des ressources naturelles, à l'occasion de la COP 21, pour publier donc une note, COP 21, réparer l'injustice climatique en Afrique, qui a été rédigée sur la base d'interviews avec des écologistes africains, dont les deux qui sont autour de cette table. Monsieur Marc Ona Essangui, vous pensez que l'écologie est véritablement menacée en Afrique? C'est le titre de la dernière publication de la Fondation de l'écologie politique, COP 21, réparer l'injustice climatique en Afrique. Il y a une injustice climatique qui est faite à l'Afrique? Il y a une injustice climatique qui est faite tout simplement parce que quand vous considérez l'Afrique avec les forêts du bassin du Congo, vous allez vous rendre compte que c'est la région la plus riche en Afrique. La plus riche, c'est-à-dire en termes de matières premières. Vous avez le pétrole, vous avez l'uranium, le fer et vous avez la forêt. Le véritable problème qui se pose dans toutes ces ressources, c'est que leur exploitation ne profite pas à la population. Profite plutôt aux multinationales et la population est devenue non seulement une population victime à deux niveaux. Victime parce qu'elle ne bénéficie pas des retombées de ces ressources naturelles, de ces exploitations. Victime parce que nous avons ces populations en même temps qui souffrent des pathologies liées à la mauvaise exploitation, c'est-à-dire ce ne sont pas des exploitations qui sont à l'image de ce qu'on pourrait faire dans un pays de droit, c'est-à-dire respecter les dispositions légales, mais parce qu'il y a une collision entre les hommes politiques qui sont à la fois dirigeants du pays et
partie prenante dans les multinationales. Et par conséquent, Vous parlez de collusion. Qu'est-ce que concrètement vous voulez dire? Collusion entre les hommes politiques et les multinationales? je vais vous prendre des exemples concrets. Je suis du Gabon. Oh oui. Et nous avons tout simplement constaté, après la mort de Bongo Père, qui a régné pendant 42 ans, nous avons constaté qu'il a laissé derrière lui une sorte de holding de l'État Synergie qui regroupe toutes les entreprises où il avait des participations. Alors que le code qui gère les fonctionnaires, c'est-à-dire les employés de l'État, interdit à tout homme politique, à tout fonctionnaire, de mener des activités lucratives. Or, le président de la République, lui-même, avait des parts dans toutes les entreprises au Gabon. 10% des parts au départ, sans oublier l'argent que lui-même pouvait mettre pour augmenter sa participation dans les entreprises. Dans ces conditions, les multinationales n'avaient que des chèques en blanc pour faire tout type d'exploitation sans tenir compte de la santé des populations, sans tenir compte de l'environnement dans ces pays. Avant de vous donner la parole, Kadiatou Ouba, juste une question à M. Raimundo Ela Nzang, qui est équato-guinéen. C'est le même constat que vous faites pour ce qui est de la Guinée équatoriale? Oui, je crois que le constat est le même. Même en allant au-delà de la Guinée équatoriale, on peut dire que c'est la même chose qui se passe au Congo. Voilà, le constat est le même. Je ne vais pas encore répéter ce qu'a dit mon collègue Marc. Je veux tout simplement donner quelques précisions encore sur ce qu'il a décrit ou comment les exploitations pétrolières peuvent être dangereuses pour les populations. Par exemple, quand on pousse un peu plus techniquement, je dirais que vous savez que les entreprises pétrolières sont très conscientes que les régimes sur place sont instable, c'est-à-dire c'est la dictature qui peut tomber à n'importe quel moment. À partir de ce constat, les entreprises pétrolières font ce qu'on dit, ils veulent exploiter le pétrole ou les ressources naturelles le plus vite possible. Ils tablent la production sur la stabilité du régime. De telle façon que si on arrive à trouver des régimes stables en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, nous pouvons, en ce cas-là, pouvoir renégocier avec les entreprises pétrolières sur la façon d'exploiter nos ressources pour les faire de façon plus durable. En tant qu'ingénieur, par exemple, je savais que nous avions beaucoup plus de problèmes parce que le temps que le pétrole sort d'ici pour écouler là-bas, l'eau doit se décanter pour pouvoir permettre que l'eau de production soit propre. Mais si le simple fait de diminuer un peu le débit de production va faire que l'eau ait suffisamment de temps de sortir plus propre et nous aurons moins de travail à faire au point de vue écologique. Mais ce n'était pas le cas parce que les entreprises savaient que les régimes ne sont pas stables, donc on doit produire le maximum de pétrole dans le minimum de temps. Donc pour vous résumer, les régimes non démocratiques sont de bons alliés pour les multinationales qui exploitent la forêt, qui exploitent le pétrole un peu partout sur le continent. Je ne dirais pas qu'ils sont de bons alliés, je dirais que depuis des années, ce n'est pas quelque chose qui est lié simplement à la Guinée équatoriale, au Gabon. Parce qu'à part être ingénieur pétrolier, j'ai fait un master en management et commerce international à l'INSEC de Paris, où j'ai écrit un rapport qui tire les conséquences de l'exploitation pétrolière depuis le Moyen-Orient. C'est-à-dire les industries pétrolières, c'est des industries qui ont su s'adapter à toutes sortes de situations qui arrivent au pays. Par exemple, je vous donne, on parle de terrorisme là maintenant. Vous savez que tant il y a la guerre au Moyen-Orient, les terroristes, ils exploitent quand même le pétrole. On vous retrouve tout à l'heure, M. Raimundo. Voilà. Rapidement, M. Bibas, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais faire, si j'ai bien compris ce qu'a dit Raimundo Ela Nzang, mais je veux bien être sûr. Raimundo, vous dites que plus l'exploitation du pétrole est intense et rapide, et plus elle a tendance à polluer. Et donc les multinationales qui exploitent le pétrole dans le golfe de Guinée, voyant le caractère autoritaire des régimes et donc du coup leur instabilité, ont tendance à exploiter plus vite et donc à polluer davantage. C'est ça que vous dites? À polluer davantage et surtout à mettre plus de pression sur le travail technique. Je ne vous dirais pas que les entreprises ne prennent pas
les mesures, parce que notre travail était justement ça. On devait assurer que l'eau sortait dans des normes. Donc, d'où la difficulté c'est-à-dire on ne peut pas l'assurer à 100% parce que c'est difficile de le faire. Monsieur Raimundo, Kadia Touba. Monsieur Raimundo, vous l'avez dit que l'exploitation pétrolière provoque la pollution de l'environnement. Justement, est-ce que vous avez une idée du taux des espèces animales et végétales qui ont disparu dans le golfe de Guinée? Je ne pourrais pas vous dire que j'ai, parce que je ne suis pas biologiste, chacun doit se résumer à son niveau d'expertise, mais je pourrais vous dire que pour l'exploitation pétrolière, ce qui ressort aujourd'hui, c'est qu'il y a par exemple des animaux comme des tortues marins qui sont menacés en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée. Vous savez que aussi l'exploitation pétrolière en Afrique centrale, au golfe de Guinée, a une caractéristique spécifique, c'est-à-dire le pétrole est à la fois produit offshore et onshore. D'accord? Donc nous avons des dégâts environnementaux dans la mer et sur les forêts. Et ce qu'il faut aussi encore redire ici, c'est que le golfe de Guinée contient on l'appelle le deuxième poumon du monde, après l'Amazonie. Donc, d'où l'intérêt de relier l'exploitation pétrolière au climat. Vous voyez? Donc, je vous dirais, des espèces comme des tortues marines sont en voie de disparition. Il y a 4 espèces qui sont menacées. C'est ça que je peux vous dire exactement. Mais la biodiversité dans cette zone-là est tellement immense que des conséquences sont vraiment... Je l'ai mis dans le rapport, plus de 500 espèces de reptiles. Ouais. Donc, voilà mon constat. Alors, le diagnostic, il est clair. Hein. Il y a beaucoup de dégâts sur l'écosystème, sur la santé même des populations. Vous l'avez dit. Alors, comment réparer tout cela, cette injustice qui est faite à l'environnement sur le continent et qui est l'œuvre de multinationales, pas seulement des multinationales, hein, l'État, la responsabilité aussi des États qui est en cause dans tout cela. Monsieur Marcona et Sangui. Ouais, je pense que la réparation... Comment prévenir et réparer tout cela? Comment prévenir d'abord? Oui, ce n'est pas d'abord en termes d'argent, parce que le débat ici à la COP 21, c'est de mobiliser 5 milliards de dollars par an à partir de 2020. Je pense que là, on fausse le débat. Le débat se situe au niveau non seulement du respect des lois dans nos pays, et en même temps du respect de l'exploitation de nos ressources. Qu'est-ce qui se passe dans nos pays aujourd'hui? Raimundo a parlé de l'exploitation pétrolière qui génère peut-être une bonne partie de gaz à effet de serre, mais on a tendance à oublier que l'exploitation forestière, pour le cas du Gabon, génère l'essentiel de ce gaz à effet de serre. Mais pendant qu'on le dit, pendant que le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo viennent ici pour dire voilà, il faut réparer, en même temps, vous avez ces pays qui attribuent des permis énormes à des multinationales qui viennent juste pour la monoculture du palmier à huile, de l'EVA et autres. Ça veut tout simplement dire que la déforestation qu'ils dénoncent et qui serait à l'origine des émissions de gaz à effet de serre dans ces pays-là, alors que cette déforestation, en termes d'exploitation forestière normale, se fait dans certains pays avec le respect, par exemple, du diamètre de coupe, le respect du reboisement. Or, quand vous attribuez 1 million d'hectares pour l'exploitation, pour la plantation de l'huile de palme ou de l'EVA, c'est une déforestation qui n'épargne non pas des espèces, mais qui n'épargne même pas Donc, on dévaste complètement la forêt pour replanter le palmier à huile. Mais on oublie que 50 000 hectares, 1 million d'hectares coupés, c'est le couvert végétal qui prend un coup. Ça veut dire qu'on augmente le taux d'émission de gaz à effet de serre. Concrètement, M. Marcona, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre un terme à tout cela? Ce qu'il faut faire, il faut arrêter en Afrique de faire venir des multinationales qui ont pour objectif l'accaparement des terres. S'accaparer des terres pour planter des ressources ou bien des produits qui ne profitent pas aux populations, mais qui profitent aux usines de biocarburants en Malaisie ou ailleurs, à Singapour.
Il faut arrêter ce type d'exploitation. Il faut encourager, je dirais, l'exploitation des produits forestiers non ligneux, par exemple. Il n'y a pas que le bois. Nous avons aussi d'autres produits qui peuvent faire en sorte que nos forêts soient préservées. Il y a le tourisme qu'on peut facilement développer. Est-ce que c'est un problème d'argent? Les États ont besoin d'argent, donc sont prêts à brader tout? Ce n'est pas un problème d'argent parce que ce que nos ressources génèrent en termes d'argent sans pour autant aller vers la surexploitation peut aisément développer nos pays. Mais c'est la boulimie de certaines multinationales qui ont besoin de terre, qui ont besoin de produits naturels. Je vous prends un cas, par exemple. Au Gabon, on a exploité pendant 40 ans l'uranium. Mais ce qu'on a produit pendant 40 ans a produit au niveau de la population le taux de cancer qu'on n'a jamais connu. Le cancer de poumon, cancer de la radioactivité liée à cela. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à nettoyer cette radioactivité, mais on a exploité l'uranium. C'est cet uranium qui fait de la France le numéro 1 mondial du nucléaire, par exemple. Mais au détriment des populations. Kadiatou, allez-y. Oui, aujourd'hui, au cours de cette COP, il y a des États qui veulent une réduction de la hausse de la température à 1,5 degré. Croyez-vous que cela soit possible? Mais pour que ça soit possible, il faut arrêter d'attribuer des permis pour les multinationales qui viennent faire une exploitation illégale. Il faut arrêter de penser que seule l'exploitation de nos ressources peut générer des revenus. Nous pouvons produire de la richesse en Afrique autrement que d'exploiter de manière anarchique nos ressources, alors que cette exploitation anarchique et intensive ne profite pas à la population, ne crée même pas la richesse. Monsieur Benjamin Bibas de la Fondation de l'écologie politique, alors comment freiner ces pratiques-là, ce phénomène en Afrique, l'exploitation anarchique du pétrole, de la forêt, tout cela? D'abord, j'aimerais revenir sur cette notion d'injustice climatique en Afrique. Qu'est-ce qu'on appelle injustice climatique en Afrique? On l'appelle le fait que l'Afrique subsaharienne est la région qui va être la plus impactée par le réchauffement climatique. Ça se voit déjà avec des sécheresses, avec des inondations. On a calculé l'érosion côtière. On a calculé que si la Terre se réchauffe de 2 degrés en 2050 par rapport au début de l'ère industrielle, ce qui était censé être l'objectif de cette COP21, l'augmentation de température sera en moyenne de 3 degrés en Afrique. C'est énorme, avec en plus des sous-régions beaucoup plus impactées que d'autres, notamment le Sahel et la forêt équatoriale du bassin du Congo. Or, l'Afrique est la région qui a le moins émis de gaz à effet de serre, qui sont la cause de ce réchauffement climatique. C'est pour ça que c'est injuste. On estime que l'Afrique a émis seulement 2 à 4% des gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui dans l'atmosphère. Et en plus, l'Afrique a peu les moyens, ou n'a pas l'État, ou n'a pas des États assez efficaces, ou n'a pas d'argent assez pour pouvoir s'adapter aux conséquences du changement climatique. Premièrement. Deuxièmement, nous, l'optique que nous avons au sein de la Fondation de l'écologie politique à travers cette note COP21 réparer l'injustice climatique en Afrique, c'est que bien sûr, il faut diminuer énormément les émissions de gaz à effet de serre, atteindre 1,5 degré d'augmentation plutôt que 2 degrés, parce que du coup, les conséquences seront moins pires. J'ai bien dit moins pires en Afrique, elles seront quand même dramatiques, mais elles seront moins pires. Et deuxièmement, nous croyons qu'il y a un lien indissociable entre la régulation du climat et la préservation des écosystèmes. Il ne s'agit pas seulement de ne pas émettre des gaz à effet de serre, il s'agit aussi de préserver ces écosystèmes majeurs que sont par exemple la forêt équatoriale, mais il y en a d'autres en Afrique, il y a les océans, il y a toutes les zones humides, il y a le lac Tchad, de façon à ce que la nature puisse elle aussi absorber le CO2 qui est émis. C'est seulement comme ça qu'on aura une régulation du climat convenable. Que faut-il faire? Marcona vous a très bien répondu. Monsieur Raimundo, est-ce que vous plaidez ici à Paris pour un fonds spécial en faveur de ces différents pays du bassin du Congo et même du golfe de Guinée qui sont en proie à la pollution des industries pétrolières, des pays aussi où la forêt est menacée? Oui, ici, ils ont parlé de ce qu'on appelle le fonds vert pour l'écologie. Le fonds vert pour le climat, oui. Ouais, le fonds vert pour le climat. Ces fonds verts-là, moi, je trouve un certain danger dans ces fonds verts où ça peut redevenir l'aide au développement que nous savons à quoi ça a servi dans les années avant qu'on commence à parler de tout du climat. Donc, nous revenons à dire que nous ne pouvons pas, en Afrique centrale, atteindre un développement durable lorsqu'il n'y a pas une politique des régimes politiques qui soient stables, qui soient démocratiques. Voyez?
Donc, je ajouterais... Oui, mais le Nigeria, il y a la démocratie aujourd'hui au Nigeria, mais ça continue, ce sont des pratiques qui continuent au Nigeria. Il y a un président démocratiquement élu qui vient de partir, Goodluck Jonathan, mais on a vu les compagnies pétrolières continuer leur activité de pollution dans le delta du Niger et autres régions du Nigeria. Est-ce que c'est la seule piste? Vous croyez que c'est vraiment lié? Non, c'est lié. Il faut dire des choses. Les compagnies pétrolières, de plus en plus, ils sont conscients du fait environnemental. On ne peut pas dire aujourd'hui que les compagnies polluent de la même façon qu'ils le faisaient avant qu'il y ait toute cette transparence. Vous voyez, les compagnies font de plus en plus attention parce qu'il y a la société civile qui est derrière. Il y a beaucoup de... Justement, est-ce que ce n'est pas la société civile aujourd'hui, M. Marc Ona Essangui, de s'organiser avec les populations pour se faire entendre, pour mettre un terme à tout cela? C'est pour ça que nous pensons que la population a un rôle fondamental à jouer. Encore faudrait-il que cette population ait la bonne information. Parce que quand vous avez des systèmes, des régimes qui monopolisent des médias d'État, des médias qui sont financés par l'argent du contribuable, pour des propagandes politiques, alors que ces populations ont besoin de la très bonne information pour prendre ses responsabilités. Je vous prends le cas du Gabon où, quand nous avons